L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. À partir de 1931-32, la situation va changer dans le foyer national juif, parce qu'en Europe, on assiste à une montée des périls. La crise économique en Allemagne conduit à la montée du nazisme, et Hitler va prendre le pouvoir le 30 janvier 1933, en menant d'abord des campagnes antisémites, et puis en faisant adopter en 1935 les lois de Nuremberg interdisant les relations personnelles, sexuelles, maritales entre juifs et non-juifs en Allemagne. Il va y avoir deux alias importantes, en 1932 pour l'une, en 1935 pour l'autre, qui vont conduire à l'arrivée d'environ 100 000 personnes en Palestine. 100 000 personnes, quasi toutes d'origine allemande. Les gens qui arrivent sont des gens très formés. Ils étaient avocats, médecins, juristes, chefs d'entreprise en Allemagne, et ils ont compris très tôt qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux dans le pays de leurs ancêtres. Beaucoup étaient d'ailleurs des hauts fonctionnaires ou des militaires qui ont fait la guerre de 1914-1918 sous l'uniforme allemand. Et donc, on voit là arriver une masse importante de gens qui sont très formés professionnellement. Cette immigration va contribuer à relancer l'économie de la Palestine, atteinte, comme je vous l'ai dit, par la crise de 1929. Et elle va d'ailleurs, par la richesse créée, attirer ce qu'on oublie trop souvent, une immigration arabe en provenance de Syrie et en provenance parfois du Liban ou de Transjordanie. Cette immigration arabe qui vient pour travailler ne va pas être pour autant exempte de ferments nationalistes, et elle va être travaillée comme la population locale, par le grand moufti de Jérusalem, qui est le leader des Arabes de Palestine, El-Hajj Amin El-Husseini, qui est un antisémite déclaré, et demande qu'on mette les Juifs à la mer. En 1936, du reste, il va déclencher une grande révolte arabe contre les Juifs, mais surtout contre les Anglais. Et cela va obliger les Anglais à employer à l'égard de la communauté arabe la manière forte. Beaucoup de dirigeants vont être arrêtés et condamnés lourdement. Et le grand mufti va être prié de faire ses prédications ailleurs qu'en Palestine. On a là donc une situation qui devient une situation conflictuelle et qui va obliger les Anglais un peu à changer de politique. Jusqu'au début des années 30, ils étaient favorables véritablement au foyer national juif qu'ils avaient eux-mêmes créé, et ils ont tenu leurs promesses, même si en 1923, ils ont détaché de la Palestine la Transjordanie pour la donner aux frères de Faisal, Abdallah, ce qui fait que beaucoup de juifs du Yishuv vont protester en disant qu'on leur enlevait un territoire qui, bibliquement, pouvait correspondre à une partie des tribus d'Israël, et qui surtout pouvait servir d'arrière-pays à la colonisation juive. Mais malgré cela, globalement, le mandat a été très favorable aux Juifs au milieu des années 30. Mais devant une immigration massive comme celle qu'on a vue, 100 000 personnes entre 32 et 35, les Arabes protestent violemment, et les Anglais eux-mêmes se disent on ne peut pas aller trop loin parce que nous devons garder les appuis qu'on a dans le monde arabe. Le Proche-Orient est un terrain de liaison entre la Grande-Bretagne et l'Inde. On ne peut pas s'en détacher, d'autant qu'il y a du pétrole qu'on découvre en Irak notamment. Et donc, nous avons besoin de rester là. Donc, il faut se concilier les Arabes de Palestine. Et là, on va voir apparaître
les premiers livres blancs pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-arabe. Le premier qui vient de Mr. Passfield en 1931, finalement n'est pas appliqué, il ne comprend rien de sérieux. Plus important est en 1936 celui de la commission Peel, qui comprend qu'on ne va pas pouvoir faire vivre trop longtemps juifs et arabes ensemble, et qui propose donc un partage de la Palestine entre un État juif qui comprendrait l'essentiel de la côte entre Haïfa et le sud de Tel Aviv et la Galilée, un État arabe qui comprendrait une partie de la Galilée, la Cisjordanie actuelle et le Negev, et au milieu, assez largement entre Jérusalem, Bethléem et la côte, une zone qui resterait sous mandat britannique. Pourquoi pas, sauf que les trois parties, arabes, juives et même anglaises du reste, refusent. Ce qui fait que la commission Peel n'aboutit à rien. Une réunion se tient à Londres en 1939, en mars 1939, entre juifs et arabes, ou plutôt entre anglais et juifs d'un côté, arabes et anglais de l'autre, puisque les arabes refusent de parler aux juifs. Et là, les Anglais décident que ça suffit, ils vont mettre un frein à l'immigration, et l'immigration sera limitée à 15 000 personnes par an. Quand on décide ça en 1939, alors que l'Allemagne est complètement nazifiée, que l'Autriche est occupée, que la République tchèque l'est aussi, devient le protectorat de Bohême-Moravie, et que les pays encore indépendants d'Europe orientale continuent à pratiquer un antisémitisme virulent, cela scandalise bien évidemment le mouvement sioniste et freine l'immigration. 15 000 personnes par an, alors qu'on peut estimer qu'il y en a plus de au moins 200-300 000 qui voudraient venir en Palestine, puisque les États-Unis sont toujours fermés à l'immigration juive et à l'immigration d'Europe de l'Est en général. Eh bien là, ça devient très difficile pour le mouvement sioniste et on assiste à une rupture entre les Britanniques et les Juifs du Yishuv. La guerre va changer partiellement cela, mais va en même temps compliquer sérieusement la situation.